Une intoxication alimentaire massive lors d'une fête d'anniversaire à Imercassine ce samedi a causé la mort de 12 personnes et touché des dizaines d'autres. Selon le bilan provisoire communiqué ce soir vers 19h par le CHUGRA. Lors du face-à-face au Sénat aujourd'hui, les sénateurs du parti au pouvoir ont délibérément éludé les problèmes de la population, préférant féliciter le gouvernement. En revanche, les sénateurs du MMM ont vivement dénoncé l'ingérence d'élus et le retard flagrant de la réalisation d'infrastructures promises. De l'actualité internationale, Israël a été visé dans la nuit de dimanche à lundi par de nouvelles frappes iraniennes, faisant au moins 11 morts. Ce lundi matin, des sirènes ont retenti dans le pays hébreu après le tir d'un projectile en provenance de Yémen. Depuis vendredi, les attaques iraniennes ont fait 24 morts en Israël. Un drame secoué Imercassine, où une intoxication alimentaire massive lors d'une fête d'anniversaire ce samedi a causé la mort de 12 personnes et touché des dizaines d'autres, selon le bilan provisoire communiqué ce soir vers 19h par le CHUGRA. Actuellement, 39 personnes sont toujours sous traitement. Suite à cette intoxication, la majorité des victimes décédées étaient des jeunes, âgés d'environ 20 à 30 ans. L'enquête initiale révèle qu'une personne est tombée malade immédiatement après avoir consommé les aliments et a été transportée à l'hôpital, mais n'a pas survécu en chemin. Les autres convives ont ensuite ressenti des symptômes similaires. Ils sont arrivés petit à petit vers 14h, les symptômes étaient similaires. Nous sommes en plein traitement des malades. L'HJRA n'est pas le seul hôpital où les victimes se sont rendues pour se soigner. D'hier à 14h à ce matin, nous avons reçu des patients, et nous ne savons pas encore si d'autres vont arriver. L'intoxication a pu être causée par les boissons, ou les mets, nous ne savons pas encore, l'enquête est en cours. Trois autres participants à la fête n'ont pas été affectés par l'intoxication, n'ayant pas consommé les aliments incriminés. Une des familles endeuillées a rapporté la perte tragique de 4 enfants d'un coup. Nous avons perdu 4 enfants, 2 d'entre elles étaient les filles de ma cousine, elles avaient 16 et 14 ans. La première est morte peu de temps après son arrivée à l'hôpital, la cadette est décédée ce matin à 2h45. Interrogée par les médecins sur ce qu'elles avaient mangé, la première a dit que la fête avait commencé à 20h, mais elle avait été atteinte dès 16h car elle était arrivée en avance. Ayant faim et étant encore enfant, elle a piqué un peu de brochette. Elle est tombée malade en premier et est morte en premier. Pour la deuxième, on ne sait pas ce qu'elle a mangé. Certains des défunts ont dit avoir mangé des donuts. On ne sait plus, mais ce qui est sûr, c'est la nourriture. Certains ont ramené des restes à la maison, et ceux qui l'ont fait ont apporté le danger chez eux. Concernant les personnes encore malades, les familles expriment leur crainte qu'il ne s'agisse pas d'une simple intoxication alimentaire, mais d'un empoisonnement volontaire. Environ 50 personnes ont participé à cette célébration, principalement un groupe d'étudiants d'un établissement d'enseignement supérieur. Des chiffres variés concernant le nombre de malades et de morts circulent parmi les familles. Il est également rapporté que la propriétaire de la fête, la personne en charge de la préparation des aliments, et Kael Rasouanev, connu sous le nom de DJ Kekashushi, membre de l'équipe de l'émission Club Vebs de Cool FM, sont parmi les personnes décédées. La propriétaire du lieu de la fête aurait également perdu la vie après avoir goûté les plats, selon Somaji. Les équipes médicales assurent actuellement le suivi des patients. La cause exacte de cette intoxication alimentaire reste inconnue à ce jour, mais une enquête est en cours. Les 3 personnes non affectées par l'intoxication font partie des individus interrogés. De nombreuses incertitudes subsistent quant à cette situation, ont déclaré les familles, qui attendent avec anxiété les conclusions de l'enquête menée par les autorités compétentes. Cool TV FM adresse ses plus sincères condoléances aux familles endeuillées.
Lors du face-à-face avec les membres du gouvernement ce jour au Sénat, les sénateurs affiliés au parti au pouvoir ont ostensiblement éludé les problèmes cruciaux qui accablent la population. Leurs interventions ont été marquées par des félicitations et des encouragements appuyés à un gouvernement qu'ils ont présenté comme étant actif. Ils se sont contentés d'aborder de manière superficielle des sujets tels que la nomination des responsables régionaux au sein du Conseil des ministres et la lutte contre la corruption dans le recrutement des fonctionnaires. Les problématiques socio-économiques urgentes qui préoccupent la population, telles que le manque de solutions concrètes des dirigeants, les coupures récurrentes d'électricité et d'eau, les défis de l'éducation et de la santé, ainsi que la hausse persistante des prix des denrées, ont été 6 mois passés sous silence. Cependant, les sénateurs du parti Malagas Miaramieng ont quant à eux dénoncé sans embâche l'ingérence de certains élus qui, selon eux, interfèrent et exercent des pressions indues sur les fonctionnaires pour servir leurs propres intérêts. Ils ont également mis en lumière le retard criant dans la construction de nombreuses infrastructures promises, citant l'exemple du tribunal de première instance de Mananar, dont le lancement des travaux, annoncé en Conseil des ministres le 7 juin 2023, n'a toujours pas eu lieu en 2025. Certains veulent être à la fois ministres de l'Agriculture, de la Justice, ils font tout le travail du gouvernement. Monsieur le Premier ministre, nous vous demandons de prendre plus de responsabilités, surtout auprès des démembrements des ministères dans les districts, pour leur signifier qu'ils ont des chefs, et non pas les élus qui leur donnent des ordres. Les élus et les représentants nommés ont le droit et peuvent travailler ensemble. Mais cela doit être fait dans le respect de la loi et pour le bien de la population, et non pour satisfaire la volonté d'un particulier. De son côté, le Premier ministre Christian Tsaye a imputé la paupérisation actuelle de Madagascar aux crises politiques successives. Je vous assure que le président travaille et fait travailler le gouvernement pour résoudre les problèmes. Ces problèmes ont des racines cultivées sous les crises précédentes dans le pays, et ce sont ces crises qui ont détruit la base du développement du pays. En voici le résultat. Les dirigeants semblent constamment trouver des prétextes face à la pauvreté du pays, ce qui est un signe d'incompétence en matière de gestion. Il est à noter qu'au cours des 60 dernières années, Christian Tsaye s'est distingué comme l'un des premiers ministres qui sont restés le plus longtemps à ce poste. Depuis 7 ans, il est constamment reconduit par Andra Dwyn. Aujourd'hui, la raison de la nomination de Christian Tsaye comme Premier ministre semble évidente. Il partage la même vision que le président et le même ressenti concernant le pays. Tous deux estiment que Madagascar progresse et brille et que les habitants des zones rurales sont heureux. Pourtant, force est de constater qu'au cours de ces 7 dernières années, des points marquants sont apparus. Les élections sous le Premier ministre Tsaye Christian ont été qualifiées des pires jamais vues à Madagascar. Les coupures d'électricité sont devenues les plus longues et les plus fréquentes et la pauvreté ainsi que les problèmes sociaux n'ont jamais été aussi aigus en 65 ans. Alors que le taux de pauvreté était de 74% en 2019, il atteint 79,7% en 2024 et est même supérieur à ce chiffre actuellement. Les propos tenus par Christian Tsaye, chef du gouvernement, lors de la rencontre avec les députés en fin de semaine dernière, ont provoqué l'indignation de nombreux observateurs. Sa déclaration, axée sur le refus de toute perturbation dans le pays et la nécessité de la stabilité pour le développement, a été vivement critiquée. Le député Rinandja Masnour a réagi sans équivoque, affirmant que les dirigeants sont les premiers responsables des troubles qui affligent le pays. Ce sont eux qui génèrent les troubles, ce sont eux les responsables. Les désordres proviennent des dirigeants car les droits fondamentaux des citoyens ne sont plus pleinement garantis. Nous sommes dans la capitale, mais l'eau et l'électricité manquent, les habitants ne mangent pas à leur faim, et de nombreux enfants abandonnent l'école. Le pays et son peuple ne s'appauvrissent pas d'eux-mêmes, les dirigeants en sont les premiers responsables. Je me souviens des paroles de l'actuel président, avant qu'il n'arrive au pouvoir et que les difficultés du pays n'atteignent ce point, il se demandait s'il y avait des dirigeants dans ce pays. Aujourd'hui, les gens se disent qu'il vaudrait mieux ne pas avoir de dirigeants si leurs actions sont celles qui créent le trouble dans ce pays.
fa am'izao mivahoaka betsaka ny te-teny hoe aloha tsy misy mpitondra no zay mpitondra manakorotana vahoaka ohatr'izao fotsiny. Le député a poursuivi en déclarant que l'affirmation selon laquelle Madagascar doit progresser reste là à lettre morte si les dirigeants eux-mêmes ne reconnaissent pas et n'acceptent pas leurs erreurs dans la gestion du pays. Il convient de noter qu'outre cette prise de position de Christian Tsay, le préfet de police d'Antananarivo a également affirmé qu'il n'était plus nécessaire de manifester dans la rue compte tenu de l'avancée technologique actuelle. Selon le préfet, Facebook serait déjà la deuxième force d'expression et les descentes dans la rue seraient une politique de déstabilisation. Le régime actuel écarte la population qui revendique ses droits et réduit au silence toute voix discordante. L'utilisation du terme trouble pour qualifier l'expression démocratique et l'instrumentalisation de ce mot pour filtrer les opinions reviennent à détruire la démocratie, a ajouté le député. Ceux qui ne sont pas d'accord avec le régime sont qualifiés de fauteurs de troubles. Cela démontre clairement que le régime actuel est craintif et avertit implicitement la population contre toute forme de contestation et de revendication de leurs droits. De telles déclarations sont d'ailleurs renforcées et répétées par les dirigeants à mesure que les mouvements de revendication populaire augmentent face à la pauvreté actuelle. Alors que cette période devrait marquer le versement des subventions à toutes les communes de Madagascar, de nombreux maires restent aujourd'hui dans l'incertitude quant à la disponibilité de ces fonds communaux inscrits au budget de l'État. Le ministre de tutelle n'a pas encore communiqué de délai clair pour leur décaissement, se contentant d'exprimer ses efforts depuis le palais de Tsimazaz. Certes, le transfert pour le fonctionnement des communes a baissé cette année. Mais si l'on regarde la totalité des subventions, y compris celles destinées au CSB, aux EPP et les subventions supplémentaires, le montant est bien plus important que d'habitude. Nous allons essayer d'effectuer le transfert avant le 20 juin prochain, suite à la demande générale. Selon l'enquête menée, seule une petite partie des communes a déjà bénéficié de ces fonds à hauteur de 30 millions d'ariary. Ce montant est bien inférieur à ce qui était prévu dans la loi de finances 2025. Il demeure incertain si ces subventions seront débloquées progressivement et quand l'ensemble des communes du pays pourra en bénéficier. Plusieurs maires du district d'Antala demandent le versement de ces subventions car ils sont réellement en difficulté, confrontés à des problèmes de trésorerie. Nous avons entendu dire que le montant serait réduit à 30 millions d'ariary au lieu de 40 millions, ce qui a surpris les maires. Nous espérons que cette nouvelle soit fausse et que le montant habituel de la subvention sera maintenu. C'est la période où ces subventions devraient être versées. Lorsque j'étais maire, elles l'étaient au plus tard le 15 juin. Après le 26 juin, ce n'est plus normal. La gestion des finances publiques manque de transparence, soulignent les députés. Selon eux, les difficultés financières de l'État expliquent ce ralentissement dans le déblocage des fonds destinés aux communes. De nombreuses communes ne pourront pas célébrer la fête nationale comme à leur habitude si les subventions n'arrivent pas avant l'événement. Le fait que les taxes foncières et immobilières soient désormais collectées par les services fiscaux, combiné à ce retard et à la réduction des subventions, démontre clairement que la décentralisation n'est pas une priorité pour le pouvoir actuel. À 14 jours de la rencontre cruciale de la commission mixte sur les îles éparses, prévue le 30 juin à Paris, l'incertitude plane toujours sur la composition de la délégation malgache. Les noms des personnalités qui la constitueront devraient être annoncés cette semaine, selon la ministre. Par ailleurs, la stratégie que le gouvernement malgache entend adopter pour revendiquer ces îles reste énigmatique. Comité scientifique. Le comité scientifique, composé d'experts des différentes branches du gouvernement, est en place et chargé d'élaborer l'argumentaire de Madagascar pour cette rencontre. Concernant la délégation qui se rendra à Paris, nous sommes actuellement en phase de mise en place.
La préparation de cette réunion implique l'adoption de l'ordre du jour par les deux parties, la finalisation de l'argumentaire, et la désignation des membres de la délégation malgache, qui se fera en Conseil des ministres. Quels seront les critères de sélection des membres désignés par le Conseil des ministres? S'agira-t-il réellement de personnalités prêtes à défendre les intérêts supérieurs de la nation? L'objectif est-il la cogestion ou la revendication totale? L'approche du gouvernement malgache pencherait davantage vers la négociation si l'on en croit les déclarations du président français Edhan Radziwiłł. Ce dernier avait d'ailleurs affirmé il y a quelques mois à la télévision nationale qu'il s'accorderait avec le président français afin de trouver une solution commune et nécessaire concernant ces îles. Pourtant, la résolution des Nations Unies de 1979 sur les îles malgaches est sans équivoque. Elle enjoint l'État français à dialoguer avec le régime malgache en vue de la restitution de ces îles à Madagascar. Il s'agit bien d'une restitution et non d'une négociation. Cet argumentaire, élaboré par le comité scientifique, vise-t-il cette restitution? Toutes ces questions cruciales pour les observateurs demeurent à ce jour sans réponse. La question de la revendication des îles éparses est hautement sensible. Elle ne devrait pas être traitée de manière unilatérale et opaque seule par le gouvernement, car il s'agit d'une affaire nationale. Ces îles appartiennent à tous les Malgaches. Il est essentiel de rappeler que tous les acteurs et experts interrogés et ayant exprimé leur avis sur la restitution des îles éparses ont transmis un message commun. Le gouvernement malgache ne doit pas agir de manière arbitraire, tyrannique et assaillise, comme à son habitude, car l'avenir de Madagascar en dépend. La commission qui représentera Madagascar à la réunion du 30 juin n'a donc ni le droit ni l'autorité de déroger à cette résolution des Nations Unies exigeant le retour de ces îles à Madagascar. En 1936, la famille Karmali, installée depuis 50 ans sur la grande île de Madagascar, crée le groupe Abibo. Cette histoire exceptionnelle a commencé dans la magnifique région de Befandjina Nord, par la mise en valeur des produits locaux pour ensuite s'étendre rapidement au domaine de la distribution et de l'industrie. Aujourd'hui, avec une équipe essentiellement composée de talents malgaches, œuvrant pour offrir une expérience unique aux consommateurs, nous nous engageons à mettre à la disposition des populations locales les produits de la meilleure qualité à des prix abordables pour tous. Notre objectif est simple, offrir le meilleur à tous les Malagasy. Chez Abibo, l'excellence est notre moteur. Chaque jour, nous mettons un soin tout particulier dans la sélection des meilleures matières premières, qu'elles proviennent de notre région locale ou d'autres horizons. Elles doivent systématiquement répondre aux normes internationales les plus strictes en matière de qualité et de sécurité. En misant sur le savoir-faire local, nos usines situées à Antananarivo créent quotidiennement des produits de première qualité pour la vie de tous les jours. Grâce à une chaîne de production à la pointe de la technologie et un processus de fabrication rigoureux et minutieusement contrôlé, la qualité de nos produits est spécialement adaptée aux besoins de la population malgache tout en respectant les normes internationales les plus exigeantes. Notre engagement envers l'excellence est au cœur de tout ce que nous faisons. Nous sommes fiers de nos méthodes de stockage qui reposent sur des infrastructures modernes et innovantes répondant aux normes de sécurité les plus strictes. Dans le groupe Abibo, la qualité est notre priorité. Et cela s'applique non seulement à nos produits, mais aussi à tous nos services supports. Avec un réseau de distribution composé de plus de 600 professionnels répartis dans les 23 régions de Madagascar, nous offrons une expérience de distribution dont l'efficacité est incontestée. Cela nous permet d'acheminer nos produits jusque dans les régions les plus reculées tout en préservant la qualité à chaque étape du processus. Chez Abibo, la satisfaction de nos clients est centrale dans notre mission. Avec plus de 60 marques distribuées, nous avons réussi à tisser des liens solides avec nos clients et consommateurs. Notre gamme de produits comprend une variété d'offres allant des pâtes de qualité supérieure aux boissons rafraîchissantes incontournables en passant par les indispensables pour bébés. Chaque jour, nous leur offrons des produits de confiance et innovants répondant à leurs besoins et à leurs attentes. L'histoire de notre groupe
est indissociable de celle de notre cher pays, Madagascar. Chez Abibo, nous sommes animés par une vision positive et optimiste pour l'avenir de notre nation. Nous sommes déterminés à revitaliser le secteur de la distribution et à renforcer l'attrait des commerces locaux. Depuis 2022, avec la mise en place de notre réseau de magasins avec l'enseigne U, nous avons créé une expérience d'achat véritablement unique. En proposant plus de 36 000 produits à la fois locaux et importés, d'une qualité exceptionnelle et à des prix équitables. Aujourd'hui, notre objectif est également de défendre et de développer le Vita Malagasy. Grâce à notre présence dans toute la région de l'océan Indien, nous contribuons à promouvoir le savoir-faire malgache et à renforcer son influence au-delà de nos frontières. Chez Abibo, nous sommes fiers de jouer un rôle actif dans le développement de notre nation et de sa culture.